Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la diversité, le balado de Francophonie sans frontières. En cette période de pandémie, la science est plus que jamais au cœur de nos vies, au point même que l'on se gausse parfois de la prétention de certains à se placer tour à tour derrière leur écran dans le sarrau d'un épidémiologiste, d'un immunologiste, d'un climatologue, etc. Et dans une entrevue accordée au quotidien québécois La Presse, le doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, Frédéric Bouchard, fait remarquer toutefois que cette curiosité envers la science se mesure à ce que ces internautes entendent faire leurs recherches. Mais si l'intention est louable, elle requiert de la méthode. Or, note Frédéric Bouchard, en plus de faire plus systématiquement confiance à des personnes en marge des institutions reconnues et des lieux de pouvoir, il existe un paradoxe troublant. La circonspection face aux méthodes scientifiques pourtant connues et éprouvées, et dans le même temps une forme de crédulité face au processus opaque, biaisé et mercantile des algorithmes dont nous dépendons au quotidien et qui nous enferment dans des biais de confirmation. Alors faisons preuve un peu d'humilité. Nous utilisons chaque jour des ordinateurs ou bien des téléphones cellulaires sans connaître leur fonctionnement précis. Et nous devons bien nous reposer sur l'expertise des ingénieurs. Que cela ne nous empêche pas de rester curieux, bien entendu. Et c'est ce que vous faites en nous écoutant. Alors merci de votre fidélité. Je suis Thibaut Temerman et je vous parle depuis Montréal. Et pour cette émission, je reçois Antonia Léné-Granger, de Montréal également, ainsi que notre chroniqueuse, Aïssatou Job, de Barcelone. Et c'est d'ailleurs avec vous que l'on va commencer, Aïssatou. Bonjour. Bonjour Thibaut. Car vous êtes un peu à l'origine de cet épisode dans lequel il va être question de science et de femmes. Vous avez été impressionné, je pense que c'est le mot, par le parcours de l'astrophysicienne Fatoumata Kébé, une étoile dans son domaine, et vous vouliez nous en dresser le portrait. Effectivement Thibaut, plein feu sur une franco-malienne née en 1985 dans la banlieue parisienne, Fatoumata Kébé, astrophysicienne formée à l'université Pierre et Marie Curie, spécialiste de l'étude de l'environnement spatial avec comme thème de prédilection les débris spatiaux. Cette scientifique a eu l'opportunité de passer une année à l'université de Tokyo afin de se former à l'ingénierie spatiale grâce à une bourse de la fondation Marcel Blunstein-Blanchet de la vocation. Une fondation qui permet à des jeunes entre 18 et 30 ans d'obtenir une aide financière pour atteindre leur vocation. Fatoumata Kébé a réalisé aussi des travaux au sein de l'Agence spatiale européenne. En France, le travail de Madame Kébé est reconnu à travers différentes nominations, comme celle au titre de chevalier de l'Ordre national du mérite ou encore celle de Marianne de la République aux côtés de 108 autres femmes. La scientifique figure également parmi le classement Forbes France des 40 Françaises représentant la réussite, tout domaine confondu. Il s'agit donc d'un vrai modèle au parcours inspirant. Oui, en 2014, l'astrophysicienne a fondé une association, Éphéméride, afin de susciter des vocations et où des ateliers de vulgarisation sur l'astronomie sont dispensés pour permettre à la jeunesse de comprendre les mouvements célestes, apprendre à manipuler et observer à travers des télescopes, lire et se repérer sur des cartes du ciel ou encore éduquer pour détourner les théories conspirationnistes sur le programme Apollo, par exemple. Et Fatoumata Kébé a également publié des ouvrages, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. La docteure en astronomie est fascinée par la Lune et a déjà écrit 2 essais pédagogiques sur le sujet que je vous invite à lire. Le livre de la Lune, Histoire, mythes et légendes, et Lettres à la Lune. Un thème passionnant quand on sait que la Lune est un instrument de mesure du temps et que dans certaines cultures, il existe le calendrier lunaire pour se repérer dans le temps.
En cette période proche de la Journée internationale des femmes et des filles de science, Aïssatou, avez-vous un vœu à exaucer? Oui, que le rêve de Fatoumata Kébé soit exaucé, devenir astronaute et aller visiter la Lune. Elle est en attente de la convocation de l'Agence spatiale européenne pour passer un concours où il faut réussir des tests psychotechniques et avoir de bonnes conditions physiques. La docteure remplit déjà 2 critères indispensables, disposer d'un diplôme scientifique et jouir de 3 ans d'expérience dans le domaine scientifique. Alors, si Fatoumata Kébé nous écoute, nous lui souhaitons ardemment de réaliser son rêve. Merci beaucoup pour ce portrait, Aïssatou Diop. Merci Thibault. Et je lisais récemment qu'en France, les modifications apportées à l'épreuve du baccalauréat avaient conduit à une diminution du nombre d'élèves, qui suivent des cours de mathématiques. Eh bien, j'ose croire que ce sont aussi des exemples comme celui de Fatoumata Kébé qui donneront envie aux adolescentes et adolescents de se lancer dans une carrière scientifique ou tout simplement d'être curieux de la science, comme notre prochaine Exactement. invitée. Alors, nous avions consacré 2 émissions au théâtre francophone que je vous invite bien évidemment à réécouter et nous allons poursuivre d'une certaine manière, sur ce thème, tout en parlant évidemment de femmes et de sciences et pour cela, j'ai le grand plaisir de recevoir Antonia Lenné-Granger. Bonjour Antonia. Bonjour. Alors, vous êtes la fondatrice et encore aujourd'hui, la directrice générale et artistique du, Théâtre du Renard à Montréal, Mmh. une compagnie dont, la mission consiste à transmettre, si j'en crois votre site internet, transmettre, je disais donc au public, par la poésie et l'humour, les savoirs provenant de domaines spécialisés. Alors si j'ai bien présenté cela, pourquoi d'abord avoir choisi le nom de Renard pour cette compagnie, Antonia? Bonne question. En fait, le nom du Théâtre du Renard vient du personnage du renard dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, donc que j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, comme plusieurs d'entre vous, j'imagine. Et en fait, c'est le personnage, bon, on se souvient, qui s'assoit, le Petit Prince veut devenir ami avec le renard et le renard lui dit oui, mais pas si vite, donc il faut d'abord qu'on s'assoie loin de l'autre, puis chaque jour, on va s'approcher un peu plus, puis on va lentement s'apprivoiser. Puis en fait, j'aimais beaucoup cette image de l'apprivoisement pour le mandat de la compagnie parce que mon mandat, c'est pas d'enseigner la science. Il y a des gens, des conférenciers, des vulgarisateurs qui font ça très bien, mais c'est beaucoup plus de rapprocher un petit peu plus le grand public qui parfois a peur des sciences ou parfois a arrêté les sciences comme moi, d'ailleurs très jeune à l'adolescence. Puis parce qu'on a arrêté ça, on ne considère pas que nécessairement qu'on a la confiance de comprendre ces idées-là lorsqu'on est adulte. Donc on se dit non, la science, c'est juste pour les scientifiques, tandis que, par exemple, on n'a pas besoin d'être musicien professionnel pour chanter dans une chorale ou jouer de la guitare dans ses temps libres. Donc c'est comme si la science ne peut pas être un loisir ou un intérêt si ce n'est pas notre travail. Donc, j'avais cette envie de rapprocher les gens d'idées complexes qui font peut-être peur, puis grâce à l'art, grâce à l'humour, grâce à une expérience positive liée à la culture, ben, qu'on fasse, ah, finalement, la prochaine fois que je vois un article scientifique, peut-être que, ou un article de vulgarisation, ça me fait un peu moins peur, puis je vais peut-être cliquer, je vais peut-être m'y intéresser. Donc, c'est vraiment cette idée d'apprivoisement entre le public puis le savoir complexe qui m'appelait dans l'image du renard. Et ce que je comprends aussi, c'est que si l'on a coutume d'opposer les lettres et les sciences, vous, vous avez choisi d'une certaine manière, d'échapper à cette catégorisation, bien que, Mm. voilà, les sciences n'étaient peut-être pas, votre, bagage principal. Et je le disais en introduction, voilà, finalement, la poésie, l'humour, ce sont 2 outils que vous maniez, mais plus, précisément, ce que vous utilisez, c'est le théâtre d'objets. De quoi s'agit-il, Antonia? Oui, le théâtre d'objets, en fait, c'est une forme théâtrale assez méconnue encore aujourd'hui qui se rapproche, qui fait partie, disons, de la grande famille des arts de la marionnette. Donc, on est dans un théâtre où il y a des acteurs, oui, il y a des humains sur scène, mais qu'on va donner beaucoup d'importance aux objets, à la matière. Les objets peuvent devenir, par exemple, des personnages qui seraient manipulés comme des marionnettes. Donc, ce seraient des objets du quotidien qui bougeraient comme des personnages au lieu d'être des marionnettes qu'on fabrique pour l'occasion. Mais ça peut aussi être
tout ce qui est raconter des histoires à partir d'images. Donc, en fait, de poser des objets sur la table. Si je vous montre une figurine de Darth Vader, tout à coup, tout le monde a déjà des images de méchanceté, d'empereur. On a déjà plein de symboles associés à ça. Donc, on peut raconter plein de choses sans avoir à tout dire par les mots. Donc, l'idée, c'est de montrer des choses, que le public fasse des liens, puis qu'il y ait un dialogue entre le texte et l'image qui fait que c'est le public qui complète un peu le sens de l'histoire. Donc, moi, c'est un type de théâtre que j'aime beaucoup regarder aussi comme spectatrice parce que ça fait beaucoup appel à l'intelligence du spectateur et on se sent toujours valorisé quand on a compris quelque chose sans qu'on ait à nous le dire en tous les mots. Donc, c'est un peu cette idée-là que j'aime dans le théâtre d'objets. Puis le fait d'avoir des objets du quotidien aussi sur scène avec moi, ben pour moi, ça dédramatise un petit peu le type de sujet que je travaille qui peuvent justement faire peur, être scientifiques, avoir l'air compliqué, mais quand on amène une figurine de troll ou un jouet d'enfant ou une poupée Barbie, ben on se dit, ah, ça doit pas être si compliqué la relativité d'Einstein parce qu'elle a sorti une poupée Barbie, donc je devrais pouvoir comprendre. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je trouve que les objets me offrent une porte d'entrée. Tout le monde connaît ces objets-là, donc déjà, on se sent un peu plus inclus, si on veut, dans le sujet puis dans la discussion. Effectivement, donc pour mieux faire véhiculer un message, qui se repose sur des bases scientifiques. Seulement ce que je comprends, c'est que le théâtre du renard, ne s'adresse pas uniquement à un public qui est avide de connaissances et de vulgarisation, mais également à des, scientifiques qui veulent, transmettre, leur savoir. C'est bien ça, Antonia Léné-Granger? Oui, effectivement. Ben, d'un côté, les spectacles ont autant été présentés dans des contextes, par exemple, dans des musées, dans des contextes où on rejoint plus un public scientifique, puis dans des festivals aussi de théâtre, donc où on va rejoindre un public qui s'intéresse plus au côté culturel, mais qui est parfois moins à l'aise avec les sciences. Donc, des deux côtés, les gens qui connaissent le théâtre découvrent le côté scientifique souvent, et les gens qui sont plus du secteur scientifique découvrent, vont dans un festival, découvrent, oui, mon travail, mais aussi le travail de d'autres artistes autour, puis voir comment la science est traité super différemment. Puis souvent, j'ai des très beaux commentaires de scientifiques qui sont tellement contents qu'on mette enfin leur travail visible, en fait, parce que c'est vrai que pour des non-scientifiques, c'est pas nécessairement des sujets là, comme l'astrophysique et la physique quantique dont on parle couramment là, autour du souper. Donc ça, oui, pour les spectacles, effectivement, il y a ces deux mondes-là qui se rencontrent. Puis après, c'est vrai que depuis cet automne, j'ai commencé à travailler avec des scientifiques plus activement, donc notamment avec des doctorants au colloque Science and You à Metz, en France, donc organisé par l'Université de Lorraine cet automne, et ensuite à l'Université de Sherbrooke, avec des étudiants, en fait, qui s'inscrivaient à un atelier de formation qui prenait le théâtre d'objets comme base, mais dans une optique de vulgarisation scientifique. Donc, comment on peut utiliser ces idées d'objets, d'images, d'objets concrets que les gens connaissent, comment on peut utiliser ça pour, disons, dynamiser ou rendre encore plus originales nos présentations grand public. Donc, c'était un peu dans l'idée de les faire explorer, pas nécessairement qu'ils vont faire des spectacles complets, mais comment on peut leur donner des outils aux scientifiques pour voir tout ce que le public comprend quand on propose seulement une image, puis comment après ça, ça nous donne déjà un lien fort avec le public qu'on peut utiliser pour après ça aller un peu plus loin dans ce qu'on a expliqué. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus, exploré, on pense par exemple à Ma thèse en 180 secondes Mm. où, voilà, on donne des cours, de diction, de vulgarisation, mais là, dans votre cas, Antonia Léné-Granger, la parole qui s'accompagne du geste et puis de l'objet, quel qu'il soit et de la ou de qu'on marionnettise en quelque sorte, n'est-ce pas aussi une manière de montrer, que la science, elle peut parfaitement circuler, en français? Oui, oui, tout à fait. Certainement, moi, les spectacles que je fais, la majorité sont en français, puis ces formations-là aussi sont en français. J'ai traduit certains spectacles pour un marché dans d'autres pays, mais effectivement, je pense que la science peut tout à fait circuler en français, puis surtout circuler aussi dans le domaine de l'art vivant, parce qu'on a beaucoup quand même sur YouTube de vidéos de vulgarisation, puis même en français, il y en a quand même, il y en a moins, mais quand même, ça circule beaucoup dans les médias numériques quand même. Mais c'est vrai que sur la scène, quand on est vraiment face au public, puis qu'on peut sentir un peu cette énergie-là qui circule, puis les gens viennent vivre quelque chose et vraiment s'asseoir pendant une heure pour être absorbés là-dedans, ça, j'avoue qu'il y en a moins. Donc, je suis contente de faire partie des quelques artistes au Québec. Puis il y en a de plus en plus d'ailleurs qui s'intéressent à ces questions-là pour s'en inspirer. Puis ouais, c'est très dynamique en fait cet écosystème-là en ce moment au Québec, à Montréal. De plus en plus et puis, de plus en plus de femmes scientifiques, Mhm. également. Toutefois, c'est,
comment dirais-je, le livre d'un homme, d'un scientifique de très grande réputation, qui a fait l'objet de votre premier spectacle, Mhm. Une brève histoire du temps, donc un grand succès de vente de Stephen Hawking, dont vous avez tiré, je disais, votre premier spectacle. Est-ce que vous pourriez, nous en parler, Antonia Léné-Granger? Oui, certainement. En fait, justement, ce livre-là a été très important dans mon parcours, Une brève histoire du temps, parce que c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois, mais j'ai lu la première fois peut-être à 18 ans. Donc, comme je disais, j'avais arrêté les sciences, je ne sais pas, vers 16 ans, là, à l'âge où on peut choisir sciences, arts, littérature, histoire et tout ça. Donc, je n'avais pas choisi sciences. Et voilà. Mais en lisant ce livre-là, j'ai retrouvé, en fait, j'ai été épatée par toute la poésie, la philosophie, les grandes questions, même l'humour qu'il y avait dans les discours, dans les théories scientifiques, quelque chose auquel je n'avais pas nécessairement touché tant que ça à l'école, dans le cadre du scolaire. Puis, j'étais fascinée par ce livre-là. J'ai adoré ce livre-là, mais ce n'était pas un projet de spectacle. Puis, quelques années plus tard, il y a eu un appel pour un festival. Puis, je voulais créer une première forme en théâtre d'objet pour me lancer dans ce milieu-là. Et par hasard total, j'étais en train de relire Une brève histoire du temps au même moment qu'il y a eu l'appel. Donc, c'est vraiment des étoiles qui s'alignent, là. C'était pas planifié, mais je me suis dit, bon, alors qu'est-ce que je pourrais faire comme spectacle? Puis j'avais ce livre-là, je dis, ah, ben, je vais faire ça en théâtre d'objet, c'est tout. Puis quand je raconte ça aujourd'hui, les autres scientifiques trouvent ça un peu drôle parce que ça n'a pas l'air. Disons, j'ai fait un peu ça sur un coup de tête sans vraiment penser que c'était un énorme chef-d'œuvre puis qu'il y avait plein d'attentes puis tout ça. Je l'ai juste fait puis ça s'est raffiné au fil du temps, ça s'est développé puis je suis très contente d'avoir ce spectacle-là aujourd'hui. Mais en voyant la réaction puis en voyant les gens qui me disaient on parle jamais de science sur scène, c'est vrai, ben là, ça m'a comme lancé dans cette voie-là. Mais c'est pas une voie que j'avais genre envisagée là, depuis que j'ai 5 ans là, du tout. Puis c'est pour ça que j'ai dit, oh, il y a une niche là, il y a quelque chose au niveau du savoir que les gens sont surpris qu'on en parle sur scène, alors peut-être ça veut dire qu'il faut en parler plus, en fait. Moralité, il ne faut pas réfléchir, il faut se lancer. Et Oui, c'est ça, il faut vous-même se lancer, exact. et vous-même, est-ce qu'il y a des figures, de femmes scientifiques qui vous ont marqué, dans votre parcours, soit parcours scolaire ou bien là, votre parcours professionnel? Dans mon parcours professionnel, j'ai rencontré oui, beaucoup de femmes, des hommes quand même aussi, mais j'ai rencontré Mmh. plusieurs femmes. Je dirais c'est surtout plusieurs femmes qui sont d'un background scientifique et qui font maintenant de l'art aussi. Moi, je suis partie un peu de l'autre bord avec un background plus théâtral pour aller après ça, disons, intégrer la science là-dedans. Mais j'ai des collègues comme Julie Dirouémer, Madame Cosinus, qui est une slammeuse scientifique à Montréal ici. Bon, Stéphanie Jolicoeur, que vous connaissez aussi un petit peu, mais qui a un parcours à la fois en théâtre et en physique. Donc, c'est quand même admirable d'avoir fait des diplômes avancés dans ces deux disciplines-là et de travailler à mettre ça ensemble aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs créatrices vraiment inspirantes pour moi. Puis, c'est ça, je les admire beaucoup d'être partie des sciences parce que j'ai toujours un petit complexe de l'imposteur quand je commence des projets, de me dire qu'il faut que je m'entoure des bonnes personnes pour être sûr que la validité scientifique est là, dans le fond, dans ce que je fais. Et pour terminer, la compagnie, du Théâtre du Renard est installée, je le disais, donc à Montréal. Vous avez donné des conférences à Metz, par exemple, mais est-ce qu'elle s'est produite également, ailleurs ou est-ce que vous prévoyez, de vous produire, ailleurs, là, cette année 2022? Oui, la compagnie s'est produite un peu en France en 2019, puis au Québec dans plusieurs villes, donc à Saguenay, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières notamment. Puis là, on a des spectacles qui s'en viennent en Ontario en anglais, donc en mars, et puis probablement aussi un ou deux spectacles à Montréal ce printemps. Là, les dates ne sont pas encore connues, donc suivez-nous sur nos réseaux, vous allez tout savoir. Donc, il y aura des spectacles prévus, puis d'ici 2 ou 3 ans, on aura aussi une nouvelle production sur la physique quantique qui va sortir, donc à suivre. Et vous verrez alors comment, à partir, d'une, figurine Barbie ou bien, Dark on peut expliquer la théorie, relative. Voilà. Exact, exact. Merci beaucoup Antonia Léné-Granger pour cette présentation. Je rappelle donc, directrice générale et artistique du Théâtre du Renard à Montréal. Merci beaucoup, Thibaut. Merci. Et c'est ainsi que se conclut cet épisode de La Voix de la diversité. Merci à vous qui nous écoutez aux 4 coins de la francophonie. À l'animation, Thibaut Temerman depuis Montréal. Merci à notre chroniqueuse Aïssatou Job depuis Barcelone, ainsi que notre invitée Antonia Léné-Granger depuis Montréal. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado pour ne manquer aucun épisode, de nous laisser une note ou un gentil commentaire, cela nous encourage beaucoup. Musique originale, Florent Cheminal.
Réalisation Sophie Hamel Dufour, une production Radio Francophonie sans frontières FSF 2022. Pour nous rejoindre, notre adresse courriel radio.francosansfrontières, frontières avec un S, @gmail.com. Nous vous disons à la prochaine, portez-vous bien.